Bonjour à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouveau cycle de conférences Regards croisés que nous organisons avec Centrale Supélec EXED, l'organisme de formation continue de l'école. Donc, dans ce cycle de conférences, nous reprenons les thèmes qui ont été abordés dans notre revue Centrale Supélec Alumni afin de les approfondir, d'aller plus loin en croisant approche académique et pratique opérationnelle. Pour parler donc de cette gestion de crise, qui était le thème de notre dernier numéro, nous accueillons Caroline Venn, Jean-Christophe Tarré, Laurent Bonnor qui vont se présenter. Mais avant de leur passer la parole, je voudrais juste vous rappeler que nous sommes là donc pour 1 heure. Le webinaire se terminera à 13 heures. Vous pouvez poser vos questions en utilisant le chat, c'est-à-dire la petite icône conversée qui se trouve en bas de votre écran. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure du déroulé de l'intervention et nos invités y répondront en fin de présentation. Pensez à garder vos micros éteints et je vous souhaite une bonne conférence. Merci Yolande. Bonjour à tous. Pour ma part, je suis Caroline Venn. J'interviens pour Centrale Supélec EXED en tant que directrice des programmes en leadership et transformation depuis 8 ans. Et Laurent, il faut ouvrir ton micro. Bonjour, Laurent Bonnor. Je suis vice-président exécutif du groupe Manitou. Je suis centralien de la promo 89. Bonjour à tous, Jean-Christophe Tarré, je suis directeur de la stratégie de Veolia, à ce poste depuis 6 ans et dans le groupe depuis 13 ans, et centralien de la promo 91. Nous sommes tous les trois pour échanger avec vous sur nos expériences, nos témoignages et bien évidemment, au-delà de ça, répondre à vos questions ou partager avec vous vos propres témoignages. Nous en serons ravis. N'hésitez surtout pas, comme Yolande le disait, à utiliser le chat pour cela. Nous laisserons une part importante à la fin pour cet échange. Alors, de quoi parlons-nous? Eh bien, nous parlons de la crise que nous avons vécue, que nous vivons encore certainement, et qui a impacté tous les secteurs. Vous avez peut-être vu pendant le confinement circuler sur les réseaux sociaux une petite vignette que j'ai trouvée amusante où on demandait finalement quel était l'agent de transformation majeure de la transformation digitale au cours de ces derniers temps. Et il y avait plusieurs réponses possibles qui étaient votre direction générale, votre CDO, votre CTO, etc. Et puis il y avait Covid et c'était cette proposition-là qui était cochée. C'est vrai que cette crise sanitaire nous a largement accéléré dans différents secteurs, que ce soit nos méthodes de travail, que ce soit la mise à disposition de nos clients par des biais différents, parfois plus rapides, parfois plus directs. Et c'est intéressant aujourd'hui de se poser cette question, de revenir sur cette période, de se dire finalement comment nous l'avons gérée, parce que ça a été une période incroyable et finalement beaucoup d'entre nous ont trouvé des leviers étonnants d'efficacité pour faire face à cette crise. Donc c'est la première partie que nous souhaitons partager avec vous et sur laquelle nous reviendrons. Et puis ensuite nous nous interrogerons de savoir ce qui perdure de ce changement et ce vers quoi nous allons demain. Quelles sont les pratiques et les enseignements que nous pouvons en tirer et sur lesquels nous proposons de partager des idées avec vous. Tout d'abord, un petit retour. Il n'y a pas encore, à ma connaissance, beaucoup de statistiques sur l'accélération ou les transformations qui ont eu lieu pendant cette période. Je partage avec vous celui que j'ai trouvé, où finalement on voit que tous les secteurs ont accéléré leur taux de transformation digitale grâce à la période du Covid, certains plus que d'autres. La finance était déjà très en avance, de même que le secteur public. Ils ont continué leur accélération. D'autres ont largement, notamment la distribution et les services qui ont doublé leur taux
de transformation à l'occasion du Covid, comme on a pu aussi le constater par nous-mêmes. Donc cette accélération, nous l'avons tous vécue, nous l'avons également vécue dans nos modes de travail. Et pour cela, je vous propose un petit sondage. Je pense que Mélanie va vous partager cette question et je vous invite à y répondre. Combien de temps par semaine travaillions-nous avant la crise sanitaire à distance et combien de temps par semaine souhaitez-vous ou allez-vous travailler à distance maintenant? Le maintenant suppose quelque chose d'un peu plus durable qui pourrait commencer, on l'espère tous, en 2021. Donc, je vous propose de répondre à ces deux questions et de pouvoir partager entre nous cette statistique. Voilà, j'espère que vous avez pu répondre. Mélanie, est-ce qu'on peut partager les résultats? Merci. Donc, avant la crise sanitaire, vous travailliez en majorité moins d'1 jour par semaine à distance. Par la suite, vous imaginez de travailler au moins 1 à 2 jours, donc 50%, et 3 jours et plus, 36%. Donc, plus d'un tiers d'entre vous imagine de travailler 3 jours et plus à distance, alors même que vous n'étiez que 17% dans ce cas avant la crise sanitaire. Donc, on a effectivement un basculement considérable des pratiques, voulues ou subies, qui nous questionnent sur la bonne façon d'interagir avec les autres, avec ces nouvelles pratiques de travail. Donc, ça fera partie des enseignements que nous devons tirer et des questions à nous poser pour la suite. Revenons sur ce qui s'est passé. Comment avons-nous géré la crise? Pour rappel, ici, le petit schéma que vous connaissez sur ce qu'on appelle la courbe de deuil ou les étapes du changement, c'est-à-dire ce par quoi tout un chacun passons quand nous sommes face à un changement, à une rupture qui nous concerne. Donc, tout d'abord, une phase qu'on va appeler de déni. C'est pas moi, je ne suis pas concernée par cela. Puis une phase qui peut se succéder de colère, et puis ensuite qui peut nous amener à une forme dépressive, de nous dire mais finalement tout ça pourquoi, tout ce que j'ai construit, il faut que je tourne la page, qu'est-ce qui reste de tout ça, où je vais retrouver l'énergie de faire autre chose. Et puis heureusement, avec le temps, passer dans une phase d'acceptation, de se dire bah, finalement tout ça est derrière moi, comment je vais en tirer profit ou essayer de reconstruire quelque chose. Et enfin, une phase de décision où je reprends mon avenir en main et je suis repartie pour intégrer complètement cette nouvelle donne et pouvoir construire quelque chose qui me convient. Alors, c'est intéressant de se rappeler cette courbe du changement, même si elle date un peu maintenant, mais que psychologiquement, elle est toujours à l'œuvre auprès de nous tous, parce qu'évidemment, le Covid nous a mis dans cette situation, la crise sanitaire nous a mis dans cette situation de franchir ces différentes étapes du changement. Et la question qu'on peut se poser, c'est franchissant ces différentes étapes du changement, tout un chacun d'entre nous, en tant que collaborateurs et managers et dirigeants, comment l'avons-nous vécu déjà pour nous-mêmes et finalement, comment avons-nous accompagné notre entreprise, nos collaborateurs à franchir ces différentes étapes, sachant que chacun les franchit aussi à son rythme et avec ses capacités personnelles, ce qui peut compliquer parfois la donne. Alors d'un point de vue organisationnel, bien sûr, il s'est agi de mettre en œuvre des plans de gestion de crise, des cellules de crise que peut-être les uns et les autres aviez-vous déjà prévus dans vos plans de continuité d'exploitation que dans les grandes entreprises on a géré, mais peut-être que cette crise-là en particulier n'était pas comme les autres, et est-ce que vous avez pu mettre en œuvre et utiliser ce que vous aviez prévu dans ces cellules de crise ou pas? Ça peut être une question. Comment favoriser la continuité d'activité, notamment parce qu'il y a des gens qui s'occupent de gérer la crise et puis il y a d'autres gens qui s'occupent
de gérer la continuité. Et si tout le monde se préoccupe de la crise, eh bien, on se trouve dans une crise encore plus importante. Donc cette question-là, elle fait écho à des questions d'organisation, mais aussi à des questions managériales. Comment est-ce qu'on arrive à ce que les managers rassurent ou accompagnent suffisamment les personnes pour être capables de continuer l'activité malgré tout lorsque c'est nécessaire. Et enfin, comment est-ce qu'on met en place un soutien psychologique là aussi utile, compte tenu des différentes étapes de la courbe de changement qu'on vient de rappeler. Donc, autant de questions auxquelles vous avez dû répondre très rapidement. Et je vous propose de prendre deux exemples, donc deux témoignages de Laurent Bonheur pour Manitou et Jean-Christophe Tarret pour Veolia. Et je leur donne tout de suite la parole. Oui, bonjour, merci Caroline. Simplement pour vous donner quelques feedbacks sur la manière dont nous avons géré au sein du groupe Manitou cette crise. Alors, effectivement, comme le disait Caroline, on a au niveau du comité exécutif une session une fois par an. On se met en condition réelle de gestion de crise. Et j'avoue, tous les critères, donc on était entraîné dans une situation comme ça, car on le teste une fois par an. Donc, on a mis tout de suite cette mise en place de la gestion de crise, pilotée directement par la totalité du comité exécutif, avec l'unité de lieu, les éléments de reporting, les éléments de pilotage, les éléments de communication. On a tout de suite mis en place une communication extrêmement serrée, tous les 2 jours auprès de nos collaborateurs, auprès de nos fournisseurs et auprès de nos clients, et on a organisé des routines extrêmement régulières pour bien communiquer. On a mis immédiatement donc l'ensemble de nos sites industriels en France et également en Italie en chômage partiel. Donc ça, dès le 19 mars, tout le monde a été mis en chômage partiel, donc ça voulait dire gérer toutes les expéditions, et un énorme travail pour répondre aux attentes de nos clients qui continuent à avoir de l'activité. Hein. On fabrique des machines à la fois pour la construction, pour le secteur industriel et pour l'agricole. Il fallait qu'on livre des machines, donc on a replanifié quasiment la totalité de notre carnet de commandes en l'espace de quelques semaines, et ça a été un travail assez difficile, où à la fois on a mis tout le monde en télétravail dans nos équipes françaises, mais également des permanences dans un certain nombre de critiques au niveau des pièces détachées, au niveau du service après-vente, et il a fallu dans le même temps non seulement piloter nos usines françaises, mais également mettre en sourdine nos usines américaines. On a des usines en Inde, on a des usines au Brésil qu'il a fallu de manière concomitante gérer. Ça s'est passé énormément par de l'engagement de toutes les équipes de direction, mais surtout de la proximité en permanence avec les équipes, avec les clients. Et un point important, donc au-delà du pilotage quotidien de la gestion de crise, la mise en place d'un suivi financier strict, de la performance et surtout du cash. Première chose que l'on a fait, ça a été un peu sur la base de la crise de 2009, la première inquiétude que nous avons eue, c'était est-ce qu'on aura du cash? Donc on a tiré très rapidement sur nos lignes bancaires, on n'a pas demandé un PGE, mais on a été extrêmement vigilant à la gestion du cash, et bon, on a eu une chance que ce n'était pas une crise financière, beaucoup plus une crise plus opérationnelle. Donc ça a été un pilotage, et on a maintenu cette cellule de crise pendant quasiment 3 mois. Voilà la manière dont on l'a géré au sein du groupe Manitou. Merci Laurent. Jean-Christophe. Bonjour à tous, merci Caroline. Donc sur la façon dont le groupe Veolia a géré la cellule de crise, bien sûr, la cellule de crise s'est mise en place tout de suite dès l'annonce du confinement. On avait, comme dans le cas de Manitou, eu des exercices précédemment sur la gestion de crise, mais on ne s'attendait peut-être pas, on n'avait pas imaginé des crises aussi brutales et aussi soudaines. Et une des décisions qu'on a prises tout de suite par rapport à la cellule de crise, justement, c'est de faire une cellule de crise en présentiel. On aurait pu fermer les sièges et
interagir à distance. Dans le cas de la cellule de crise, la décision a été vite prise de la faire en présentiel, tellement la complexité des questions à résoudre était forte. La nouveauté des questions qu'on allait également devoir traiter, et ça a été extrêmement important, d'autant plus que il y a beaucoup de non-verbal qui s'expriment dans ces réunions, et c'est très important de pouvoir sentir tout ça pour prendre les meilleures décisions. Cette cellule de crise, on l'a dotée d'une cellule d'anticipation pour aussi préparer la fin de la crise, préparer l'après-crise. Et un des points intéressants qu'on a mis en place dans la cellule de crise, c'est de faire des groupes de travail interfonctions sur des sujets très concrets, comme la gestion des masques ou des équipements de protection individuelle. Veolia, c'est une entreprise qui emploie 175 000 collaborateurs dans le monde entier. Bien sûr, s'est posé tout de suite la question des masques. Il fallait des masques à notre personnel pour travailler normalement. Et ça a été un vrai sujet. On a dû vraiment faire des pieds et des mains pour avoir des masques. À l'époque, c'était très, très compliqué. Et pour ça, en fait, faire travailler ensemble des gens, bien sûr, des achats, mais d'autres fonctions qui apportaient un regard extérieur et nouveau et sans doute très pragmatique à la façon de résoudre ces questions, ça a été quelque chose de très utile. Ça a fait aussi que les fonctions ont appris à mieux se connaître aussi. Et donc, d'un ce point de vue-là, c'était très intéressant. Bien sûr, comme Laurent l'expliquait pour Manitou, la communication, à la fois en interne et en externe, elle est extrêmement importante dans ces moments-là. Et il y a beaucoup d'efforts qui ont été déployés pour bien communiquer, pour rassurer à la fois nos collaborateurs et nos clients sur la permanence du service. On est une société de services chez Veolia, donc on fournit des services essentiels, distribution d'eau, assainissement des eaux usées, collecte des ordures ménagères, fourniture d'énergie, de chaleur dans certains pays. On ne pouvait évidemment pas se permettre d'interrompre ces services, et donc un gros enjeu en matière de permanence du service que l'on délivre à nos clients. La mise en place du travail s'est faite également très rapidement pour tous les collaborateurs qui pouvaient travailler à distance. On était pour cela bien préparé chez Veolia parce qu'on était engagé dans une démarche en fait de mise sur le cloud de tous nos serveurs, et donc en dehors de quelques entités qui sont encore toujours avec des systèmes traditionnels, on va dire, la plupart de nos sièges chez Veolia sont sur le cloud, en l'occurrence sur Google, et donc pouvoir travailler à distance, ça s'est révélé quelque chose d'extrêmement facile du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Un point particulier néanmoins, c'est sur le cas des personnes seules pour le télétravail. On s'est aperçu à travers cette crise que les personnes seules vivaient assez difficilement cette période de confinement et donc de télétravail. Et on en parlera peut-être après, mais vraiment ces personnes qui sont seules chez elles pour travailler nécessitent une attention particulière. La sécurité au travail des personnels, j'en ai un peu parlé, donc la fourniture des masques, des tests, et puis l'élaboration des protocoles sanitaires dans les bureaux et chez les clients, ça a été également un travail important. Au final, une très très forte mobilisation des équipes. On n'a eu aucun problème d'interruption du service, de droit de retrait, par exemple. Ça ne s'est pas posé chez nous, alors qu'on est assez nombreux, 175 000. Le cas aurait pu se présenter et ça ne l'a pas été. Vraiment des équipes très, très concentrées, et c'est une chance qu'on a eue chez Veolia de pouvoir compter sur la mobilisation de tous. Il y a eu donc la gestion de la crise proprement dite pendant le confinement du mois de mars-avril, et puis il y a eu après le post-confinement, et on a continué d'activer et de mettre en place une cellule qu'on a pu appeler cellule de crise, mais cellule des jours d'avec, avec le Covid. On n'était pas encore dans la partie les jours d'après, puisqu'on est toujours quelque part avec le Covid, on doit toujours vivre avec. Et cette cellule qui se réunit encore régulièrement, alors ce n'est pas tous les jours, mais c'est toutes les semaines, vise à justement préparer le retour à la normale, et donc faire face à l'incertitude dans laquelle on est encore aujourd'hui, mais préparer l'après, et travailler sur comment on compense nos pertes de chiffre d'affaires, comment on compense tous les impacts financiers que cette crise a sur notre activité et sur
notre compte de résultats, sur les hausses de coûts, les baisses de productivité, etc. Donc là, en traitant toujours des sujets très, très concrets, comment faire pour optimiser nos coûts, notre performance opérationnelle et essayer d'ici la fin de l'année et pour l'année prochaine de limiter les dégâts en termes financiers. Avec bien sûr, comme dans le cas de Laurent, un regard très fort sur le cash. Merci Jean-Christophe pour ces explications. On sera très heureux d'avoir également vos témoignages à la fin si vous souhaitez également partager avec nous la façon dont vous avez pu gérer ou prendre des dispositions pour cette période. Passons maintenant à la suite. Il faut l'espérer, il faut l'entrevoir. Donc, ce qui a changé, ce qui peut changer, ce qui va changer. Et avant de se focaliser sur les 3 points qui sont proposés ici et de repasser la parole à Laurent et à Jean-Christophe, je voulais peut-être attirer votre attention sur un élément de motivation. Je pense que ce qui nous attend tous et ce qu'on a pu déjà constater, c'est comment finalement réengager nos collaborateurs dans cette période difficile où chacun vit le travail à distance plus ou moins facilement, peut s'en lasser, peut se sentir loin finalement du contexte. Comment essayer d'engager ou réengager nos collaborateurs? Et pour ce faire, je voulais vous rappeler les fondamentaux de l'engagement. En effet, il y a 3 leviers qui sont fondamentaux pour s'engager dans le travail. Le premier levier, c'est le sens, c'est-à-dire finalement être relié à quelque chose de plus grand que soi qui donne du sens à ses actes, hein, c'est-à-dire comprendre vers quoi on tend, ce que porte pour nous l'acte de travail et l'engagement qui va avec. Le deuxième levier, c'est un sentiment d'appartenance et d'affiliation. On appartient à une communauté, on appartient à un groupe, on appartient à une équipe et ce sentiment d'appartenance nous motive, nous engage vis-à-vis de nos collègues, vis-à-vis de la communauté dont on partage les valeurs au quotidien, dont on partage le sens également. Et puis le troisième grand levier de motivation, c'est l'utilité, c'est-à-dire comprendre et percevoir que sa contribution est importante et qu'elle a un impact, notamment pour la communauté ou pour l'entreprise à laquelle on appartient. Donc sens, communauté et utilité, c'est vraiment un triptyque fondamental qui fonde l'engagement des individus. Et la question qu'on peut se poser, c'est dès lors qu'on change les modalités de travail, où on travaille beaucoup plus à distance, où on a une fluidité ou une incertitude qui envahit l'espace de travail, comment finalement en tant que manager, on peut cultiver ou redonner des ingrédients à ces 3 leviers. Comment on a les études que vous avez certainement vu passer sur le travail à distance ont montré par exemple que les gens travaillaient très bien sur leurs tâches récurrentes, permanentes, mais que par exemple ils se sentaient beaucoup plus éloignés de la réflexion ou d'être conduits par le sens. Que devient mon entreprise? Finalement, qu'est-ce que ça a comme sens pour moi d'être loin des centres de décision ou loin des collègues? Est-ce que ça vide de sens le travail que je fais? Le sentiment d'appartenance et de communauté, il est très fort et notamment à distance, c'est très important de le cultiver. Nos invités ont partagé certaines mesures qu'ils avaient prises pour continuer à faire perdurer ce sentiment d'appartenance. Comment le cultiver quand on est davantage à distance? Enfin, le sentiment d'utilité, quand on est loin, il peut également s'étioler et c'est important en tant que manager ou direction de se demander comment on part du feedback peut-être plus présent ou différent, on va arriver à maintenir ce sentiment d'utilité pour des personnes qui peuvent être plus loin les uns des autres ou du centre de décision. Voilà, donc je voulais repartager avec vous ces 3 fondamentaux pour aussi nous donner à nouveau de la réflexion sur comment cet engagement peut, alors même que les choses changent, se renouveler de façon différente. Mais sans plus tarder, je redonne la parole à Jean-Christophe et Laurent pour parler avec eux de 3 leviers fondamentaux. C'est comment finalement continuer à manager et motiver ses équipes, comment va se transformer ou se transforme déjà la relation client
que ce soit en mode physique ou digital? Et enfin, comment tirer parti ou intérêt de la crise pour travailler à la réflexion sur nos modes de communication? Laurent? Oui, merci. Merci Caroline. Effectivement, les trois leviers, on les vit au quotidien. Ils sont extrêmement, c'est spot on ce que vous dites, Caroline. Nous, ce que l'on a vécu chez Manitou, c'est ce qui a changé. On s'est rendu compte que un management en remote désormais est accepté. Alors, il se trouve que je me déplaçais énormément, donc je manageais beaucoup de mes équipes en remote, en étant beaucoup à l'étranger ou des équipes étrangères que je manageais. Mais voilà, maintenant, ça devient plus accepté. Au moins, on se rend compte que c'est possible. Le télétravail aussi a été accepté, mais ce que je trouve positif, c'est que les gens ont également compris les limitations du télétravail. C'était l'exemple donc, on va avoir un peu plus de télétravail, mais ça ne va pas absolument tout remplacer. Et quand on voyait dans le sondage que l'on a fait en début de webinaire, c'était clair, on voit les gens vont faire plus de télétravail, mais on ne va pas être 100% en télétravail, même si certaines grosses entreprises veulent aller vers ça, on n'est pas encore là. Ce qui a changé, c'est la reconnaissance et la compréhension et l'importance du lien social qui est nécessaire dans une entreprise. On ne peut pas tout faire en remote. Une entreprise, c'est des gens, c'est des personnes qui vont travailler ensemble, qui vont avoir besoin d'avoir des engagements mutuels, des interactions mutuelles. On sait que 95% des problèmes dans une entreprise sont des problèmes de communication. Et ces problèmes de communication passent aussi par une compréhension des liens sociaux. Ce qui a changé, c'est bien sûr nos relations, comme je disais tout à l'heure, avec nos clients, nos filiales étrangères, mais également des renforcements absolument nécessaires et qui ont été faits d'échanges transdivisions. Guillaume Bousson avait posé une question en disant qu'a fait le digital, qu'a fait la SI pour vous aider. Très rapidement, la première semaine, on a tout de suite vu l'appropriation, la mise en place, l'accélération de mise en place d'outils d'échange IT digitaux extrêmement accélérés parce que c'était absolument nécessaire. Et clairement, le positionnement au sein de l'entreprise de la fonction IT, DTO, mais également sécurité informatique, CISO, a complètement changé. L'informatique devient absolument critique, y compris sur les aspects sécurité, qui est un gros sujet en ce moment. On s'est rendu compte que, et c'était une autre question, je crois, de la part d'Éric, j'en profite pour y répondre, mais qui disait, est-ce que la crise Covid a-t-elle exacerbé des problèmes existants? Certainement oui, mais à l'inverse, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait absolument s'aligner. Comme le disait Jean-Christophe, à un moment, il faut mener ça rêne serrée, s'aligner, notamment en termes de communication corporate, financière, client interne, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Il a fallu également changer toute l'organisation, par exemple, de nos assemblées générales, de nos conseils d'administration, de nos comités d'audit. Donc, toute la partie corporate governance a sensiblement changé. Donc, si on regarde maintenant ce qui peut encore changer, je pense que l'évolution du mode de management de proximité, d'un côté, la reconnaissance du fait que le lien social est nécessaire, le management de proximité est nécessaire, mais on peut le faire évoluer. La digitalisation, on en a parlé, et ça peut nous amener à des gains d'efficacité évidents. Des points qui sont des points de vigilance, qui sont des points d'effectivité de la communication, j'en parlais, des interactions virtuelles, des réunions, des possibles pertes d'appartenance, comme vous le disiez, Caroline. Nous, c'est des choses où on se rend compte que c'est des points d'attention fortes. On a la perte du lien social, on est une société familiale, même si on est coté en bourse. Cette notion d'appartenance, ça se fait par des liens.
forts, des enjeux de motivation, des enjeux de perte. J'ai appelé ça des esprits d'équipe, voire des équipes. Travailler ensemble, c'est des points de vigilance. Et puis, je reviens toujours, perte de proximité, d'intimacy, que ce soit avec les collaborateurs, les clients, les fournisseurs. Et puis, sur des sujets plus process, on se rend compte d'un certain nombre de dérapages de nos procédures. Donc en ce moment, paradoxalement, toute notre audit interne, on le sollicite beaucoup parce qu'on se rend compte que du fait de la non-présence, du fait de la révolution qu'on a eu à mettre en place en 15 jours, 3 semaines, nos procédures n'étaient pas là et qu'on avait un certain nombre de pertes de contrôle de nos process qu'il était indispensable de mettre en avant, mais qui, avec là encore tous les nouveaux workflows, tous les changements informatiques qui sont en train d'être mis, vont nous permettre de changer notre manière de faire. Risque important, mais je pense opportunité importante. Merci Laurent. Jean-Christophe? Alors de notre côté, beaucoup de points communs avec ce qu'a dit Laurent. Tout d'abord sur la notion de crise proprement dit. Donc l'apparition et la gestion de cette crise, donc très soudaine, qui est venue pulvériser tous nos repères, en fait, quelque part, ça vient diffuser une culture de gestion de crise dans toute l'entreprise, à laquelle on n'était pas forcément habitué. Et ça nous conduit à préparer la prochaine crise et quelle va être la prochaine crise. Donc, on peut imaginer des tas de choses. Dans les crises qui nous menacent, il y a bien sûr la crise cyber. Donc, bien sûr, on travaille beaucoup dessus. Mais cette crise, en fait, est venue nous rappeler qu'il fallait qu'on soit extrêmement dans l'anticipation. Et du coup, nous conduit à renforcer notre dispositif de veille, d'alerte et aussi d'entretenir la pratique de la gestion de crise d'une manière encore plus régulière que ce qu'on faisait jusqu'à présent. Le deuxième point que je voulais mentionner, c'est le fait que pendant toute cette période, le management a été quand même mis à rude épreuve. Il a fallu gérer la crise, assurer la continuité du service partout, tout en continuant à faire tourner la boutique et à répondre à toutes les sollicitations du siège en matière de reporting, de gérer le stress lié à la chute assez brutale de l'activité dans certains endroits. Ça met quand même le management à rude épreuve. Une des choses qui est en train de changer de ce point de vue-là, justement, c'est le fait qu'il faut qu'on arrive à alléger le plus possible certaines tâches des managers, et notamment l'aspect reporting, faire plus de place à la confiance et moins à l'aspect contrôle. Et ça, c'est quelque chose qui est également en train de se passer chez nous. La prise de conscience qu'on est quand même une machine assez lourde en termes de reporting et qu'il faut délester le plus possible les managers. La crise a montré qu'en fait, on était capable de prendre des décisions très vite et à rebondir même très vite. Et ça nous dit qu'on n'a pas forcément besoin d'une organisation très lourde. On peut, tout en étant agile, être efficace et même rebondir. Au troisième trimestre 2020, on a trouvé un niveau d'activité supérieur à ce qu'il était au troisième trimestre 2019. Alors, il y avait peut-être un effet rattrapage lié à tout ce qui avait été retardé lié au premier semestre, mais quand même, on voit, y compris au quatrième trimestre, que notre activité se porte bien. Et ça, c'est grâce à la capacité de rebond, d'imagination aussi de l'ensemble de nos collaborateurs. Le télétravail, je suis complètement d'accord avec ce que disait Laurent, il y a des avantages, bien sûr, il y a des limites. La forte demande de lien social, elle est évidente. Pendant ce deuxième confinement, on s'aperçoit qu'il y a très peu de collaborateurs qui veulent passer 5 jours en télétravail. Aujourd'hui, si vous venez au siège de Veolia, vous verrez qu'il est rempli, quasiment, au moins aux 2 tiers. Beaucoup de gens viennent spontanément travailler en présentiel, même si elles ont parfaitement le choix de faire du télétravail. On n'a rien imposé à personne. On a suivi les consignes ministérielles. Il se trouve que voilà, il y a ce besoin de lien social, ce besoin d'être physiquement avec les autres, avec les équipes, qui est également présent. Agile. L'accélération de l'innovation, la crise nous a permis vraiment de faire des bonds géants sur l'innovation.
On a pu développer, par exemple, des nouvelles offres dans des temps records. Une offre, par exemple, pour la détection du Covid dans les eaux usées, et donc qui permet d'anticiper des nouvelles vagues de Covid ou d'épidémies. Eh ben, en l'espace de 6-7 mois, on a pu développer l'offre et la commercialiser. C'est une offre qui est aujourd'hui sur le marché. Et enfin, la clé et le fil rouge de tout ça, bien sûr, c'est l'engagement des collaborateurs, sans lequel, en fait, on n'aurait pas pu sortir correctement de cette crise. Et pour ça, je voudrais dire que le fait que le groupe est une raison d'être et donc ait formulé son utilité vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ses parties prenantes, c'est quelque chose qui a été extrêmement utile, qui a servi de boussole pendant la crise et qui a motivé les collaborateurs à répondre présent et voire même à se dépasser. Donc avoir une raison d'être, avoir une démarche de performance plurielle, c'est-à-dire au service de ces différentes parties prenantes. C'est assez récent chez Veolia, mais on avait avant la crise justement beaucoup travaillé sur le sujet. Ça a été un élément de succès important, que chacun, comme le disait Caroline, perçoive son impact individuel, se rende compte que son travail serve à quelque chose. Et par exemple, les éboueurs, quand ils voyaient les unes des journaux disant sans eux, la France s'arrête, eh ben, c'est des choses qui parlent et qui agissent bien sûr sur la motivation. Voilà. Et dans les mesures que l'on va faire perdurer, c'est une mesure plus fréquente de l'engagement. On vient de finir là, une campagne de mesure de l'engagement des collaborateurs. On va avoir les résultats très bientôt. Ce qu'on sait déjà, c'est que le taux de participation à cette enquête a explosé par rapport à l'année dernière, ce qui est déjà un signe. Alors, on ne sait pas encore comment ça se traduit dans l'engagement et dans la motivation des gens, mais en tout cas, il y a eu une volonté très forte de répondre à cette enquête et on pense du coup pouvoir ou devoir mesurer plus fréquemment sur un mode certainement agile. Avec les outils digitaux aujourd'hui, on peut faire plein de choses super et bien sûr donner du feedback sur les actions qu'on met en place. Voilà. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe. Évidemment, on sera ravis d'avoir vos témoignages et vos questions juste après. Un tout petit mot pour vous dire, peut-être donner l'éclairage de Centrale Supélec EXED, qui a aussi traversé cette crise et aussi l'a traversée avec ses clients ou bien les parcours existants. Et ce qui a été intéressant pour nous, c'est de voir qu'évidemment, on a dû, comme tout le monde, convertir beaucoup de nos formations en mode digital. Et on a pu tester à la fois l'appétence et l'acceptation de nos clients aussi pour ce type de démarche. Et après un moment un peu de sidération où on s'est dit, où beaucoup de nos clients nous ont dit, oui, faites du digital, mais en même temps, n'en faites pas l'unique mode de formation parce que c'est pour nous l'occasion de proposer à nos collaborateurs de se retrouver. On sait l'impact lien social et connaissance, réseautage que ces formations ont en général dans les entreprises. Donc ça a été une vraie question de savoir où fallait-il placer le curseur. Est-ce qu'il fallait à la fois continuer les formations digitales parce que ça permettait malgré tout de maintenir le lien dans cette période qui en manquait, donc ça c'était un certain point de vue, et en même temps de se dire ne mettons pas en tout en digital parce que rien ne remplace le lien social présentiel comme vous venez de le témoigner. Donc voilà, c'est un témoignage que je voulais partager avec vous. Et le deuxième témoignage, comme je le disais avant que tout le monde ne se connecte, c'est qu'on reçoit, nous, à l'EXED en ce moment, et avec l'aide de Pierre-Xavier qui pilote les formations sur mesure au sein de l'EXED, beaucoup de demandes et de cahiers des charges de grandes entreprises en ce moment, ce que je trouve rassurant, parce qu'effectivement, comme vient de le témoigner Laurent et Jean-Christophe, il y a une vraie adaptation nécessaire à tout point de vue des entreprises, et d'où la nécessité qui est visiblement consciente chez nos clients ou prospects de devoir accompagner les managers dans ce domaine. Et donc c'est plutôt rassurant, évidemment pour l'EXED, mais surtout pour les entreprises que vous êtes, de savoir que cette prise de conscience est là et que vous profitez finalement de ce qui a été vécu pour consolider ou travailler différemment demain. Donc voilà, écoutez, on vous remercie beaucoup de votre écoute et bien sûr c'est le temps des questions, donc je vais arrêter le partage et donner la parole à Yolande qui doit être penchée sur le chat.
Oui, alors peut-être que Jean-Christophe veut répondre aux deux premières questions posées par Guillaume Bousson. Donc, comment le digital et le SI vous ont aidé, vous et les équipes dirigeantes, à gérer cette crise? Et puis la deuxième question, c'est est-ce que la crise a créé des problèmes nouveaux? Laurent a plus ou moins déjà répondu à ces deux questions. Est-ce que Jean-Christophe, tu veux, toi, apporter une réponse concernant ton entreprise? Sur le digital, donc nous, encore une fois, donc les outils qu'on utilise, qu'on avait commencé à utiliser déjà depuis 4 ans de travail sur le cloud, ont été particulièrement importants et déterminants dans notre capacité à gérer cette crise. Et donc, on était déjà bien habitué à ça. Donc, la DSI avait énormément travaillé là-dessus. Pas forcément en ayant en vue ce genre de situation quand même assez exceptionnelle, mais notamment pour des questions de risque, cybersécurité, etc., de coûts, et bien sûr aussi. Voilà, donc on avait franchi ce cap et du coup, en fait, on n'a vraiment pas eu de problème le moment venu. Les problèmes informatiques n'existaient pas pour nous, en fait, pendant la crise. On n'a pas eu ce problème-là à gérer. Est-ce qu'il y a eu des problèmes nouveaux? Pas vraiment, en fait, de notre côté, si ce n'est évidemment cette gestion du télétravail qui, effectivement, a pu, ici ou là, soulever quelques difficultés, notamment, une fois encore, dans le cas des personnes qui se retrouvent vraiment seules. C'est là qu'il faut avoir un peu de vigilance. Et est-ce que la crise a aussi exacerbé des problématiques existant auparavant? C'est toujours la même question d'Éric. Tu as répondu sur la première question que j'avais lue, qui concernait les problèmes nouveaux, mais est-ce que ça a exacerbé les d'autres problématiques? Et je vais relier cette question à une question concernant l'engagement, l'implication du CE et des syndicats dans vos entreprises. C'est une question de Thierry. Comment avez-vous impliqué le CE et les syndicats dans vos cellules de crise? Quelles furent les actions-réactions suivant les semaines et mois depuis mars? Alors, de notre côté, donc, elles ont été très impliquées dans toutes les décisions qui ont été prises, à la fois sur le sujet du télétravail, sur le sujet du protocole sanitaire à respecter, etc. Ça s'est vraiment bien passé dans la mesure où il y avait un engagement très fort du groupe et en premier lieu de son patron, Antoine Frérot, pour s'assurer de la mise à disposition pour tous de tous les équipements de protection nécessaires, et notamment les masques, les gels hydroalcooliques, faciliter les tests PCR et aussi les tests sérologiques, d'ailleurs, quand on a dû reprendre le travail en présentiel, passer des accords avec des laboratoires pour permettre que ça se fasse également sur le lieu du travail, et y compris d'ailleurs pour les membres de la famille des collaborateurs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement apprécié par l'ensemble des collaborateurs et d'ailleurs reconnu comme aujourd'hui, les représentants syndicaux, les représentants des comités d'entreprise sont extrêmement positifs sur la façon dont le groupe a pris soin des collaborateurs. Et c'était là aussi très important pour le PDG, Antoine Frérot, de prendre ça en compte. Oui, côté Manitou, oui, il était clair que pour nous, le premier message que l'on a passé, donc le 17 mars, ça a été la santé de nos collaborateurs avant tout, et c'est plus important que tout, et on fait ça. La relation avec donc beaucoup quand je vous parlais de toutes les communications qu'on avait fait, ça a été aussi beaucoup avec nos représentants, nos instances représentatives du personnel. Alors moi je dirais ça s'est globalement très bien passé, mais ça a été en plusieurs étapes. Les premiers 15 jours ont été un traumatisme très profond, où d'un côté, nous, management, on voyait nos commandes s'effondrer, une replanification complète de nos carnets de commandes. D'un seul coup, on s'était dit, ça y est,
c'est la crise de 2008 qui revient et on avait été extrêmement marqué par la crise de 2008 dans le groupe Manitou et on voyait des clients qui annulaient les commandes. Bon, au bout du compte, on n'a pas eu beaucoup de pertes de commandes, mais les 15 premiers jours extrêmement anxiogènes. Et en parallèle de ça, à gérer, donc nous, du côté stress de l'effondrement de l'activité, et en parallèle de ça, de gérer des instances représentatives du personnel qui nous disaient, de toute manière, tout le monde reste chez soi et ne voulait pas bouger de chez lui. Ça a duré 15 jours. Ça a duré 15 jours qui était normal. Et après ça, ce qui a été absolument prodigieux, c'est qu'on s'est mis tout de suite, au bout de 15 jours, à faire des groupes de travail avec les instances représentatives du personnel, avec le personnel dans les ateliers pour voir comment est-ce qu'on allait redémarrer, comment est-ce qu'on allait pouvoir redémarrer. Et le 15 avril, on a réouvert nos premières usines. Et paradoxalement, les gens étaient eux-mêmes perturbés dans leur fort intérieur sur le risque qu'ils voyaient. Ils étaient complètement… Et la courbe de deuil présentée par Caroline, elle a été vécue avec notre personnel. Ça a duré une quinzaine de jours. Et après ça, ils nous disaient, mais on veut redémarrer. Nos clients ont besoin de nous. Il faut qu'on se protège. Et on arrivait à des gens dans lesquels on allait presque à leur dire, on avait des soudeurs qui, sous leur casque de soudure, mettaient en plus de ça des masques dans tous les sens, mais voulaient venir travailler, parce que d'abord, je crois qu'ils en avaient marre d'être chez eux, et puis on a géré cette fusion-là. Donc ça a été un beau moment d'aventure d'entreprise. Ça a été ça. On a mis, par exemple, dans nos instances représentatives du personnel, on a voulu faire des tours dans lesquels on a mis, par exemple, sur notre centre de pièces détachées, ou quand vous avez une machine qui n'a pas de pièces détachées, elle ne marche pas, quoi. Donc, on a fait des tours, on a mis des cadres, faire des alternances pour les expéditions. Et ça a été un bel élan d'entreprise. Ça a été un bel élan d'entreprise avec lesquels les instances représentatives du personnel, au début, étaient non, en disant on arrête tout. Et puis très vite, se sont rendus compte, non, il faut qu'on le fasse. Et d'ailleurs, on en a marre d'être chez nous, on a envie d'être là-dedans, et puis il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, ça s'est très bien passé. Et on a pu, grâce à ce dialogue-là, les efforts de chacun et les envies de chacun et de chacune, redémarrer nos usines dès la mi-avril. Dès la mi-avril. Et je pense que, Jean-Christophe, toi, chez Veolia, il n'y a eu aucune rupture de service. Et on a senti, d'ailleurs, l'image que vous avez projetée de l'extérieur du groupe Veolia était juste merveilleuse, d'une entreprise soudée avec des valeurs que l'on ne percevait pas forcément venant de l'extérieur. Mais chapeau bas, ce qui a été fait chez Veolia. Et nous, on l'a vécu un peu de la manière similaire. Donc, par rapport à la question de Thierry, peut-être que vous allez répondre positivement. Thierry dit, avez-vous donc peut-être la sensation d'avoir une implication meilleure et plus intense de vos collaborateurs avec l'expérience de la crise? Moi, je pense que ce qui est sûr, c'est que le sens qu'ils voient dans leur travail est beaucoup plus évident pour eux aujourd'hui qu'il ne l'était avant. Et ça a été extrêmement positif, y compris dans des métiers perçus à faible valeur ajoutée comme la collecte d'ordures ménagères. Ils ont senti qu'ils étaient… la notion de service essentiel était pour eux quelque chose de très valorisant. Et en ce sens, oui, ils ont retrouvé de la motivation dans leur travail. Voilà, et c'est vrai pour beaucoup de catégories de personnel qu'on a chez nous. En cette fin d'année, ceci dit, ils sont aussi assez fatigués. Et il va falloir aussi qu'on veille, parce qu'on est toujours dans une situation compliquée, hein, malgré tout, même si c'est moins compliqué que ça ne l'a été. C'est comment rester dans la durée encore, parce qu'on est encore parti pour quelques mois, j'espère, le plus court possible, dans une gestion de crise sanitaire. Voilà, il faut aussi qu'on veille à ce que voilà, cette motivation, cette force, cette énergie qu'ils ont, elle reste dans la durée. Alors, ouais, de notre côté, oui, on a eu effectivement cette phase tout le monde était high, comme on dit. Après ça, il ne faut pas se leurrer, hein, nos chiffres d'affaires ont baissé, on a dû fermer des usines, on a dû faire des licenciements parce que l'activité n'était pas là. Et donc, on est en ce moment dans une phase de gestion, effectivement,
de la relation humaine au sein de l'entreprise en disant, voilà, les hommes étaient présents, on comprend que l'entreprise est obligée de s'ajuster, c'est quoi mon rôle dans tout ça? Et on est dans cette phase un petit peu de stabilisation qui est un petit peu délicate en ce moment. Nos équipes managériales ont fait un boulot remarquable et ont été vraiment sur le pont, beaucoup de stress pour le faire. Et derrière, malheureusement, on a quand même une forte chute d'activité qu'il a fallu gérer. Donc, heureusement, bien, et la société est loin d'être en très bonne santé, mais quand même impactée. Et donc, ces changements ont perturbé et perturbent aujourd'hui. Et il est fondamental pour nous, aujourd'hui, de donner du sens à où est-ce qu'on veut aller, dire c'est derrière nous. Et donc, on est en train de travailler énormément en ce moment au niveau du comité exécutif pour dire en début d'année, dans nos lancements 2021, qui en plus seront en virtuel, de leur dire voilà le sens que l'on veut donner, c'est derrière nous, voilà la stratégie, voilà ce que l'on veut aller. Et c'est important de le faire maintenant, car s'ils ont nos collaborateurs ont quand même été éprouvés à titre personnel, à titre professionnel. Donc, il est important de se projeter maintenant. Il est important de se projeter, de dire que c'est derrière nous. Donner plus de sens, des valeurs. Il y a une question de Jean-Michel. Jean-Michel nous dit, y a-t-il eu des expériences de culture juste, voire d'organisation haute fiabilité induites par la crise? Alors, organisation haute fiabilité, je n'en connais pas la définition, peut-être que Caroline, tu connais. Culture juste, donc c'est plus de délégation, plus d'autonomie, plus de responsabilité, c'est ça, Jean-Michel? C'est oser dans son poste, oser dans sa fonction. Jean-Michel, est-ce que c'est le sens de ta question? Tu peux peut-être prendre la parole. Oui, j'avoue, moi, ne pas connaître cette expression d'organisation haute fiabilité, donc je suis tout oui. Alors, bon, en attendant que Jean-Michel nous réponde, je vais passer à la question de Paul qui demande si vous avez des solutions à proposer pour conserver le lien social en distanciel, des cafés virtuels, cas des personnes isolées, etc. Alors, moi, avec mon équipe, effectivement, j'avais mis en place pendant le premier confinement des cafés virtuels. Tous les matins à la même heure, on se retrouvait tous pour un quart d'heure, 20 minutes, toute l'équipe, pour échanger et se parler à la fois de la journée qui venait de s'écouler et de ce qu'on allait faire dans la journée à venir. J'en profitais pour leur donner des nouvelles du groupe. Comme je participais à la cellule de crise, donc je leur donnais des éléments d'information, ce qui les rassurait énormément. Voilà. Donc, surtout, oui, informer sur la situation. Je pense que c'est des éléments importants pour l'équipe, pour éviter l'anxiété. Voilà. Et puis, effectivement, les personnes seules. Alors, les personnes seules, qui m'étaient rattachées, je les voyais, elles, 2 fois par jour, donc lors de ce café virtuel et un autre moment de la journée, souvent le soir, pour faire un peu le point et m'assurer que tout allait bien. Je vois que Jean-Michel, tu peux peut-être prendre la parole pour poser ta question. J'étais en train d'écrire. Oui. Ça consiste à être plus tolérant vis-à-vis des erreurs des salariés, puisque les salariés, rentrant comme tout le monde dans l'inconnu, ont commis des erreurs. Et donc, accepter les erreurs, c'était aussi une manière d'en apprendre, puisqu'on a tous appris au cours de cette crise, et on a appris en marchant. Alors, la culture juste, je vais vous envoyer les références, mais c'est quelque chose d'obligatoire dans le transport aérien, justement parce qu'on cherche à éviter de cacher les erreurs pour que tout le monde en apprenne. Et la haute fiabilité, c'est encore, ça va plus loin, c'est encore une étape supplémentaire où on introduit tout un tas de procédures pour éviter les erreurs et donc en particulier, on force à avoir des dialogues respectueux et des dialogues où on cherche à avoir un contradicteur réel, éviter les consciences floues, etc. Donc ça, c'est issu des travaux de Christian Morel. Je vous donne la référence, c'est des décisions absurdes. Ça se trouve en folio.
Merci. Caroline, tu veux réagir par rapport à… Oui, merci beaucoup et merci Jean-Michel. Je ne connaissais pas cette expression et ni cette référence, donc je suis ravie de l'apprendre. En tout cas, ça fait écho à des choses qu'on connaît bien et qui sont effectivement… merci beaucoup pour le livre. Qui fait écho à des choses qu'on connaît bien et qui sont effectivement fondamentales autour du droit à l'erreur, même si persévérer est diabolique, l'erreur est humaine. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de le souligner en cette période. Et je pense que c'est aussi, on parlait tout à l'heure de l'évolution managériale qui va vers plus de confiance, plus de délégation et moins de contrôle. Ça fait aussi le lien avec cette question du droit à l'erreur. Moi, j'aime beaucoup l'aborder sous la notion de confiance. Et quand on se réfère alors à un autre, si on prend pour référence, moi j'aime bien Charles Pépin, qui est un philosophe, qui fait des podcasts sur Spotify que je vous invite vraiment à partager parce qu'il a une philosophie à la fois très, très intéressante et en même temps très pratique. Et il évoque le lien de confiance sous 3 aspects. Et il dit que le premier aspect, le plus fondamental, c'est que la confiance, elle se trouve dans l'interrelation. Parce que parfois, on dit avoir confiance en soi, c'est avoir confiance dans ses compétences, avoir confiance dans sa capacité à faire. Mais lui considère que la confiance, elle est avant tout dans le lien de l'interrelation avec les personnes. Et donc, dans ce droit à l'erreur, on retrouve effectivement le regard de l'autre sur sa capacité à être en confiance et donc sur l'acceptation d'observer une erreur sans pour autant la juger. Et pour lui, c'est vraiment là que se fonde avant tout la confiance. Or, on le sait bien et on a débattu de l'engagement, la confiance est évidemment avant tout à l'origine de l'engagement. Donc, on voit par là le lien entre le regard qu'on peut avoir sur l'erreur et la confiance qu'on peut redonner aux personnes qui ont cette relation. Et pour mémoire, les 2 autres liens qui fondent la confiance d'après lui, c'est la confiance dans ses capacités, donc dans ses compétences, avec la possibilité, parce qu'on va acquérir une forme de confiance dans une capacité même répétitive, à justement pouvoir en sortir et le moment venu à faire autrement que ce qu'on a appris à faire. Et là, on voit que dans cette situation de crise, notamment, c'était très important de donner confiance finalement aux personnes dans leur capacité à faire, parce que c'est en ayant confiance dans leur capacité à faire au quotidien qu'elles peuvent trouver la confiance de faire différemment le moment venu, notamment dans la gestion de crise et donc dans l'agilité. Et le 3e levier de confiance pour lui, c'est la confiance dans le monde, c'est-à-dire la capacité de sentir qu'on a du sens par rapport à un monde qui nous entoure et que c'est cette confiance dans le monde qui nous entoure qui crée une capacité de confiance supérieure. Et là, ça rejoint le sens dont on a déjà beaucoup parlé. Donc voilà, ce triptyque de la confiance est intéressant aussi dans cette période où je pense que c'est un levier majeur pour aller vers cette question d'entreprise en haute capacité. Merci Caroline. Alors, nous n'avons plus de questions. Il est 12h59, c'est donc parfait, il est 13h. Je voulais peut-être, juste avant de vous quitter, vous rappeler que 3 jours après le premier confinement, votre association était 100% en distanciel, a continué à assurer les webinaires grâce notamment à ses alumni comme Laurent et Jean-Christophe, que le service carrière a poursuivi son travail, que le groupe Contact se réunit chaque semaine en distanciel, que les webinaires carrière se poursuivent. Donc, pour une petite structure comme l'association centrale Supélec Alumni, eh bien, effectivement, la crise a été également un moyen de se repenser très, très rapidement et de devenir une association 100% digitale, avec quand même un souhait de revenir un jour dans nos locaux à la MDC 8 rue Jean Goujon. Voilà. Est-ce que Jean-Christophe et Laurent, vous voulez, et Caroline, ajouter un petit mot de conclusion? Alors, on a dépassé une minute pour vous 3. Je vous en prie, messieurs. Moi, je veux bien commencer. Moi, je pense que, moi, je vois vraiment cette crise. Bien sûr, c'est quelque chose d'éprouvant, mais c'est source de plein d'opportunités. Et voilà, et il faut savoir les saisir, mais il y aura du positif derrière tout ça. Et moi, je voulais dire que dans une crise, il faut savoir décider. Et à la fois de manière centralisée, mais aussi mettre en place des principes de subsidiarité, c'est-à-dire de laisser les filiales décider au mieux. Et c'est important de donner de l'empowerment aux gens. Si on ne décide pas dans une crise, on ne la traverse pas.
c'est le rôle du management, c'est le rôle des collaborateurs et c'est le rôle du management de laisser aux collaborateurs la capacité à décider, quitte à faire des erreurs. L'absence de décision font rater une gestion de crise. Caroline? Merci à tous et de ce partage. Je pense que nous aurons la possibilité de partager les supports, n'est-ce pas, Yolande, avec tout le monde? Bien sûr, bien sûr. Donc, il y avait une question qui m'a été posée, je me permets d'y répondre de cette façon. Donc, bien sûr, un partage des supports et surtout, si vous voulez poursuivre les échanges, n'hésitez pas, que ce soit à travers l'association ou avec l'EXED. Nous sommes tout à fait à l'écoute et très intéressés par vos témoignages. Ravis de ce moment et à très bientôt. Très bonne fête à tous.